Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast des établissements médico-sociaux. Je m'appelle Arnaud Chevalier et après avoir été directeur d'EHPAD pendant 8 ans, j'aide les établissements de santé à adopter les meilleures innovations pour simplifier et améliorer leur quotidien. J'ai créé ce podcast pour partager les belles expériences portées par des gens passionnés. Avant de commencer, si vous appréciez ce podcast, vous pouvez vous abonner pour ne rater aucun épisode et encore mieux, mettre une note 5 étoiles sur Apple Podcast et le partager à vos collègues. Sur ce, bon épisode. Bonjour à tous, aujourd'hui je discute avec William David de télécoordination des soins en EHPAD. Alors William, toi tu as été directeur d'EHPAD et ensuite tu as cofondé Cord pour justement promouvoir la télécoordination des soins en EHPAD. Avant de nous expliquer ce que c'est, ce que ça représente, le périmètre, comment ça marche et tout ça, ce que je te propose c'est de te présenter. Yes, bonjour Arnaud et merci déjà de cette invitation. C'est toujours un plaisir de pouvoir partager ce qu'on fait enfin, d'où on vient, ce qu'on fait et nos ambitions et puis nos convictions. Moi, je m'appelle du coup effectivement William David, j'ai cofondé Cord précédemment qui s'appelait Télémédicare. On a fondé Cord avec mon père, qui est médecin, qui s'appelle Bernard David, en 2022, début 2022. Précédemment, comme tu l'as dit, j'étais directeur d'établissement. Enfin, j'ai un parcours un cursus relativement classique, prépa, école de commerce, et à l'issue, j'ai eu envie de mener des missions, travailler dans un environnement qui ait du sens, avec des enjeux de gestion, mais aussi un enjeu social fort. Et le secteur médico-social avait tout son sens, avait coché toutes les cases. Et puis forcément aussi un petit ascendant familial, parce que beaucoup de médecins dans ma famille qui travaillent aussi notamment dans ce secteur-là. Du coup, Master Spé en gestion des établissements sanitaires et sociaux à Aix-en-Provence, à l'IMPGT d'Aix-en-Provence, et ensuite poste de direction dans différents établissements, notamment des EHPAD au cours de mes premières années, et ensuite des fonctions de direction régionale, toujours pour un groupe d'établissements sur un périmètre de 10 à 15 établissements. Voilà, pendant une petite dizaine d'années, et puis est venu le temps de l'entrepreneuriat. J'ai fait une boucle par un secteur connexe, qui est le secteur de l'optique en mobilité. J'ai dirigé un réseau j'étais directeur de réseau pour une boîte qui s'appelle les Opticiens Mobiles et qui euh, bah, donne accès à la santé visuelle en proposant le déplacement d'opticiens sur le lieu de vie des personnes, et souvent des personnes fragiles, dépendantes. Euh, et voilà, c'était aussi intéressant pour moi parce que j'étais dans un secteur que je connaissais, dans un secteur d'intervention que je connaissais, parce que beaucoup d'interventions en EHPAD. Et ça m'a donné aussi une expérience dans l'environnement startup, l'environnement de l'entrepreneuriat. Et c'est suite à cette expérience aussi que je me suis dit, bon, il y a il y a quelque chose à faire. J'ai envie comment dire, ouais, d'entreprendre, de mener un projet entrepreneurial qui ait du sens dans un secteur que je connais. Moi, je suis plutôt du genre entrepreneur, mais entrepreneur, je dirais, avec de l'expertise et dans un secteur où on est expert. Et puis aussi, avec mon père, ça faisait longtemps qu'on avait envie de mener un projet ensemble, un projet entrepreneurial. Il fut un temps où on avait envie de prendre la gestion d'un établissement. On a essayé, ça ne s'est pas fait. Et puis peut-être que c'est aussi un mal pour un bien. Et est venu ce sujet de la télécoordination, évidemment parce que l'idée est venue de lui, parce qu'il avait la connaissance de beaucoup de situations difficiles sur le terrain dues à un manque de médecins coordonnateurs. Il a du coup commencé un petit peu au début de manière parfois je dis artisanal, je ne pense pas qu'il adorerait mais le terme, mais c'est un petit peu ça quand même. C'est-à-dire qu'il a commencé en faisant un petit peu comme il pouvait, en testant des organisations, c'est-à-dire en aidant donc à aider des établissements à distance sur ces fonctions de coordination. Et puis, et j'y reviendrai peut-être un petit peu tout à l'heure, et c'est quand on a vu que ça fonctionnait, que ça avait du sens, que c'était utile, que ça pouvait aider des établissements qui étaient en situation difficile, qu'on s'est dit, ben tiens, on tient peut-être là notre projet entrepreneurial qui a un potentiel, parce que sans potentiel, même si ça a vachement de sens, c'est compliqué, qui a un potentiel, qui a du sens, et qui en plus peut nous permettre de faire ce projet entrepreneurial de manière en famille, et de mêler nos expériences et nos compétences complémentaires, en fait, entre lui, l'aspect médical,
l'aspect scientifique, quoi, la caution scientifique du projet et l'expérience forte de coordination des soins en tant que médecin coordonnateur qu'il est gériade depuis maintenant près de 40 ans. Et moi, sur ces fonctions de gestion de projet, direction plutôt gestion administrative et business d'un projet entrepreneurial comme celui-ci. Voilà, donc voilà comment on en est arrivé là, voilà qui on est et les raisons qui nous ont poussé à créer Cord donc en 2022. Ah, super intéressant. Et du coup, j'avais repéré sur le site que il y avait c'était potentiellement une histoire familiale. Hmm. Euh, quand tu fais ton choix de t'orienter vers les EHPAD et tout ça, ton père, il est déjà médecin co ou pas encore? Ouais, clairement. Ah, il est déjà médecin coordonnateur. Il est déjà médecin coordonnateur. Je fais mon choix de m'orienter vers les EHPAD. À ce moment-là, on est en 2012, 2012 ouais, peut-être. Un peu avant, je ne sais plus. Mais il se trouve que si je fais ce choix-là, c'est parce que pendant mes années d'études, donc prépa, école de commerce, j'ai eu l'opportunité de travailler en EHPAD en complément, quoi, de nuit notamment. Donc au début, moi, je prends connaissance de ce secteur-là la nuit, et la nuit, c'est pas la même du tout en fait. Le monde de l'EHPAD de la nuit est complètement différent du monde de l'EHPAD le jour. Il y a moins de monde, il y a moins de, il se passe des choses différentes, on va dire. Et voilà, je découvre ce secteur-là un petit peu comme ça. Donc, je tombe là-dedans. Euh, et puis voilà, donc oui, il est déjà médecin coordonnateur. C'est du coup lui qui euh, me met un peu ce pied à l'étrier dans ce secteur-là parce que, bah, j'ai pas honte de le dire, bah, c'est une mission un petit peu de taf étudiant, de job étudiant que j'ai en établissement. Bah, voilà, je les ai parce que c'est des établissements dans lesquels il intervient ou il est intervenu. Et du coup, euh, c'est une des raisons pour lesquelles finalement je bascule à l'issue de mes études dans ce secteur-là, quoi, parce que je l'ai connu, parce que je trouve que ça avait du sens, et je me dis, ben, tiens, alors que c'est un parcours qu'à peu près personne dans ma promo ou très peu de monde a choisi, quoi, hein, c'est peut-être pas le truc qu'on fait, on est sorti d'école de commerce, que de se dire, tiens, je vais aller gérer des EHPAD, quoi. Voilà. Ouais. Tu n'étais pas sur un truc déjà un peu spécialisé Non, ou du c'est coup sur qu'après. un parcours un peu naturel, quoi. Ok. Ouais, non, c'est qu'après que ça a nécessité que je me spécialise via un master spécialisé en gestion des établissements sanitaires et sociaux, qui était nécessaire d'ailleurs, parce qu'il ne suffit pas juste d'avoir des compétences de gestion quand même standard pour gérer un établissement comme un EHPAD, quoi. Mm. Ouais, c'est clair. Du coup, la télécoordination des soins en EHPAD, c'est quoi concrètement? Mm. La télécoordination des soins en EHPAD, déjà, c'est une déclinaison en distanciel des 13 missions maintenant, parce qu'une fois c'est 14, une fois c'est 13, bon, actuellement c'est 13, Ouais. des 13 missions du médecin coordonnateur. C'est une déclinaison en distanciel. L'idée, c'est de dire quoi? L'idée, c'est de dire un établissement, un EHPAD, c'est un endroit qui est médicalisé, qui délivre des soins, qui accueille des personnes qui sont, on le dit tout le temps, hein, mais c'est important de le rappeler, qui sont toujours plus dépendantes, qui nécessitent du coup toujours plus de soins parce qu'elles arrivent toujours plus tard en établissement, avec des pathologies toujours plus lourdes. Et donc, le niveau de médicalisation des établissements, il a toujours tendance à s'accroître. Et d'ailleurs, on le voit dans les coupes pathos qui sont validées d'année en année, etc. Bon. Donc, c'est un établissement médicalisé. La raison pour laquelle il y a du personnel de soins, du matériel médical, et raison pour laquelle, depuis maintenant longtemps, il y a l'obligation d'avoir un médecin coordonnateur qui est le garant de la politique de soins, qui est le bras droit du directeur ou de la directrice de l'établissement, qui généralement a un profil comme le mien, c'est-à-dire pas du tout médical. Donc c'est le sachant médical, c'est un petit peu le directeur des opérations médicales, c'est celui qui est là pour voilà, s'assurer de la qualité de la prise en soin. Donc il a un rôle quand même qui est fondamental. Il est là pour former les équipes soignantes, pour les superviser aux côtés de l'infirmière coordinatrice ou de l'infirmier coordonnateur. Et le constat, c'est qu'il y a 50% des établissements qui sont en carence de médecins coordonnateurs. 50%, ça se décline de la manière suivante. Tu en as 30% à minima, et c'est des stats qui datent de 2022 d'un rapport de la Cour des comptes, qui n'en ont pas du tout, 30%, et aujourd'hui c'est certainement plus. Et 20-25% supplémentaires qui en ont un, mais en dessous du temps de travail prévu. C'est-à-dire un médecin à 10% ou à 15%, alors qu'il serait censé être à 60%, et donc qui, logiquement, ne peut pas réaliser l'ensemble des missions de coordination des soins parce qu'il n'a pas assez de temps. Donc, carence totale, carence partielle représente environ la moitié des établissements. Et notre conviction, c'est que c'est juste pas normal et qu'on ne peut pas s'étonner qu'il y ait un certain nombre de dysfonctionnements dans les EHPAD, et qui ne peuvent pas tous être expliqués par ça, j'en conviens, dans des établissements qui sont médicalisés, alors que la moitié n'ont pas de médecin pour superviser la médicalisation de ces établissements. Donc, notre conviction, c'est qu'un médecin, un EHPAD, il ne peut pas fonctionner sans médecin coordonnateur. À partir de ce moment-là, ce qu'on s'est dit, et à partir de cette conviction, c'est OK, comment on fait dans les établissements qui n'ont pas de médecin coordonnateur? Comment on fait pour maintenir
une continuité dans la coordination des soins, pour maintenir un bon niveau de pratique gériatrique, pour maintenir un bon niveau de compétence des équipes soignantes, eh bien, on va imaginer une façon de décliner les missions du médecin coordonnateur à distance, une manière d'accompagner ces établissements le temps qu'elles trouvent un médecin coordonnateur en présentiel, ou de compléter le temps d'un médecin coordonnateur en présentiel insuffisant par une augmentation de ces missions finalement à travers le soutien d'un médecin coordonnateur à distance. Et ça, du coup, c'est vraiment notre conviction de base, notre ambition de base, de dire il ne doit y avoir aucun établissement où il n'y a pas le soutien d'un médecin coordonnateur, qu'il soit en présentiel ou qu'il soit en distanciel. Donc, imaginons une façon de le faire en distanciel. C'est parti de là, on a pris chacune des missions et on s'est posé comme question, OK, comment on peut la réaliser? Est-ce qu'on peut la réaliser en totalité ou de manière partielle? Comment? Avec quel objectif? Avec quels indicateurs pour la mesurer, cette réussite? Et sur la base de cette méthodologie qu'on a écrite, ensuite, on a décliné une façon de faire avec des temps bien prévus, avec l'établissement, d'échanges entre l'établissement et le médecin, entre les équipes soignantes et le médecin, entre l'équipe de direction de l'EHPAD et le médecin télécoordonnateur, des temps de formation, donc des temps de transmission, et puis des temps informels qui sont une veille sur le logiciel de soins, des échanges informels avec les équipes, avec les familles, avec la direction. Bref, toute une façon de faire qui permet de faire en sorte qu'un établissement qui n'a plus de médecin coordonnateur, le temps qu'il en trouve un, il reste dans une situation stable. Et d'ailleurs, que ça lui permette aussi potentiellement de plus facilement trouver un médecin coordonnateur, parce qu'on sait bien que quand on recrute un médecin coordonnateur en présentiel, souvent on le recrute parmi soit les médecins traitants de l'établissement, soit parmi les médecins de l'environnement de l'EHPAD géographique. Et on sait bien que quand un EHPAD glisse, quand un EHPAD a de plus en plus des mauvaises pratiques, il a de plus en plus une mauvaise réputation auprès des familles, mais aussi auprès du personnel médical aux alentours, et que du coup, personne ne veut postuler dans cet établissement. Et donc, cette période de carence se prolonge. Alors qu'avec de la télécoordination, ça va permettre de laisser l'établissement dans une situation de bonne pratique, et ainsi de favoriser le recrutement parce que on maintient les bonnes conditions de la réussite d'un médecin coordonnateur. Parce que ce qui se passe souvent en plus, et moi je l'ai vécu à plusieurs reprises en tant que gestionnaire d'établissement, pendant X mois, il n'y a plus de médecin coordonnateur, l'établissement glisse. Évidemment, derrière, il y a un glissement des tâches. Ce que faisait le médecin coordonnateur, c'est l'infirmière coordinatrice qui le fait, avec tout ce que ça comporte comme risque à tous les niveaux. Ce que fait l'infirmière coordinatrice, parce que du coup, elle passe tout son temps dans son bureau à faire le job de médecin co et d'IDEC, elle ne le fait plus sur le terrain. Donc, les infirmières sur le terrain ou les infirmiers font le job de l'infirmière coordinatrice. Et glissement de tâches, dégradation de la qualité de la prise en soins, départ en cascade, etc. Et donc, forcément, établissement qui glisse, qui finit un jour ou l'autre par trouver un médecin coordonnateur qui arrive, qui trouve une situation d'établissement catastrophique, et 3 mois après, il n'est plus là, et ainsi de suite. Et c'est ça qui se passe dans des établissements où la carence se poursuit, et nous, c'est ça qu'on combat à travers la mise en place d'un dispositif comme le nôtre. C'est très clair, c'est vrai que ça a du sens, surtout dans un contexte aujourd'hui de pénurie de médecins, de désert médical, et on va là-dessus. Et c'est vrai que, tu vois, là, il y a eu l'augmentation des temps médecins co il y a quelques années. Et c'est marrant parce que quand tu vois, enfin, c'est marrant, c'est pas drôle en fait, mais quand tu vois qu'en fait, on demande des médecins co à 0,6, mais du coup, quand ils avaient demi-temps 0,5, alors après, ça n'empêche pas de faire 2,06, les médecins, ça va, ils ont ils s'arrêtent pas trop. Mais c'est vrai que ça pose question d'augmenter le temps de tout le monde sur un volume, une capacité en fait qui décroît. À un moment, tu te retrouves dans une situation de blocage, quoi. C'est rigolo que tu fasses le lien avec cet événement qui a été, cette modification réglementaire qui a été l'augmentation du temps de travail du médecin coordonnateur qui date d'avril 2022. Effectivement. Alors, à la base, l'intention de ce texte, elle est bonne. Elle est C'est une hyper très bonne. bonne idée, c'est logique, hein. Elle vient consacrer le rôle du médecin coordonnateur en disant le médecin coordonnateur, c'est tellement important qu'on doit augmenter son temps d'environ 20%. Donc, le médecin co qui était à mi-temps, il passe en moyenne à 0,6 ETP, donc 60%. Sauf que, comme tu l'as dit, le problème, c'est qu'en fait, souvent, c'était méconnaître. Et ce n'est pas une critique, hein, parce qu'on ne peut pas tout connaître. Les personnes qui font les textes, elles ne peuvent pas être aussi des hyper Ah, connaisseuses puis c'est de le la réalité. contexte. Voilà. Sauf que le contexte, c'est que médecin coordonnateur, c'est un vrai job. C'est un job un peu à part dans le job de médecin, parce que c'est un médecin coordonnateur. Le médecin coordonnateur, c'est celui qui un peu a fait le deuil du soin, parce qu'il faut qu'il comprenne qu'en fait, son rôle, c'est pas de soigner directement, c'est de coordonner. C'est un médecin qui est dans l'hyper-relationnel avec les équipes, avec les familles, etc. Donc, c'est un peu un médecin à part. Et donc, du coup, les gens qui font ce job de médecin coordonnateur, souvent, déjà, ils sont salariés, et souvent, ils le faisaient dans 2 établissements. Et donc, 2 fois un mi-temps, ça fait un temps plein.
Et ils étaient bien, sauf que quand on leur a dit dans les deux établissements, docteur, aujourd'hui, vous allez passer à 60%, s'il vous plaît, parce qu'il y a une évolution réglementaire, malheureusement, ils ont dû choisir entre deux établissements. Donc, une décision, une évolution réglementaire qui initialement était positive et partait d'une conviction positive, devient quelque chose qui crée encore plus de carences. Et malheureusement pour le secteur, et j'ai envie de dire, même si sur le fond, c'est pas top, mais cette situation a généré chez nous un certain nombre de recrutements parce que des médecins ont dû choisir un des deux de leurs établissements et ont eu du temps dispo. Et nous, il faut savoir que chez nous, le profil du médecin coordonnateur, télécoordonnateur plutôt, typique chez nous, c'est quoi? C'est un médecin qui est médecin coordonnateur. On n'embauche que des gens chez nous qui ont déjà de l'expérience en coordination des soins en EHPAD, souvent en 4, 5, 6 ans, et qui ont soit un DU en coordination des soins, soit une capacité en gériatrie. Donc le profil, c'est souvent un médecin qui a déjà un job en présentiel, sur un mi-temps, sur un 60%, un peu moins parfois ou un peu plus, et qui fait le choix, pour diverses raisons, parce que les modalités lui conviennent, parce qu'il a dû quitter un établissement par exemple, de consacrer le reste de son temps à la télécoordination. Parce que les modalités lui conviennent, comme je l'ai dit, eux aussi, ils veulent du télétravail un petit peu, les médecins, des conditions de travail plus favorables, parce que ça l'intéresse de venir en soutien d'un établissement qui souvent est en difficulté, parce qu'un établissement sans médecin coordonnateur, c'est rapidement en difficulté, Ouais, parce que il y a ça des les intéresse challenges. en soutien d'un établissement isolé, parce que les établissements qui n'ont pas de médecin coordonnateur, comme tu l'as dit, voilà, souvent c'est des certifications médicales dans les lieux les plus isolés, etc. Et voilà, et donc on leur propose des façons, une façon de travailler différente, dans un environnement différent, et ça les intéresse, et on arrive à en recruter. C'est la raison pour laquelle, en 4 ans maintenant, on en a recruté, j'ai la fierté de dire qu'on en a recruté plus de 200. Alors certains nous ont quittés parce que ça ne convient pas à tous, parce que c'est la vie aussi, on fait un temps chez quelqu'un et puis on va vers d'autres horizons ensuite. On en a recruté plus de 200. Quand en moyenne dans un établissement, un EHPAD met 12 à 18 mois pour recruter son médecin coordonnateur. Et on le voit d'ailleurs, c'est la durée de nos missions en moyenne. Donc, donc voilà. Donc, il y a une logique assez plutôt ponctuelle quand même. C'est Oui, vraiment surtout une histoire de carence plutôt que de se dire bah, je fais un choix de long terme plutôt de. pour les médecins, tu veux dire? Ouais, Ou pour non, les EHPAD? pour les établissements. Hein. Oui, oui, clairement. Et nous, on se positionne en tant que tel. Et d'ailleurs, la réglementation qui a évolué en septembre 2025 avec ce décret qui vient consacrer la télécoordination, puisqu'il dit désormais un EHPAD qui n'a pas de médecin coordonnateur ou qui n'a pas assez de temps de médecin coordonnateur peut avoir recours à un médecin coordonnateur de manière dématérialisée, c'est-à-dire un médecin télécoordonnateur. Ce décret-là, il vient bien préciser que ça doit être un dispositif temporaire. Il va d'ailleurs être complété par un arrêté qui va sortir et sur lequel on a eu le plaisir d'être consulté par la DGCS, notamment nous, les acteurs de la télécoordination. On s'est un petit peu fédéré pour ça, pour qu'un arrêté sorte, pour venir préciser les modalités de la télécoordination. Mais du coup, dans tous les cas, ça dit la télécoordination, oui, c'est utile, c'est bien, et d'ailleurs, on va la réglementer, mais ça doit rester temporaire. Et c'est aussi notre conviction. La meilleure des solutions, c'est d'avoir un médecin coordonnateur en présentiel, avec les bonnes compétences, c'est-à-dire de l'expérience en coordination des soins, avec les bonnes et de la bonne expérience, c'est-à-dire les diplômes qui vont bien, l'expérience qui vont bien et le temps nécessaire sur place, en établissement, en présentiel. C'est la meilleure des solutions et c'est ce qu'on souhaite pour tous les établissements de France. Malheureusement, on sait qu'aujourd'hui, il y a 7000, un peu plus de 7500 EHPAD. On estime la population médecins qualifiée à 3000, 3500 médecins disponibles. Donc, on sait malheureusement qu'on ne pourra pas mettre un médecin dans chaque EHPAD. Donc, nous, notre conviction, c'est une coordination hybride, c'est-à-dire une coordination avec du présentiel et augmentée par le soutien d'un médecin télécoordinateur pour compléter l'action du médecin coordonnateur en présentiel. Parce que la télécoordination, ça permet aussi de gagner du temps, il faut le dire. Ça permet aussi de pouvoir être plus productif, à travers la méthodologie qu'on a mise en œuvre, à travers le soutien qu'on apporte à nos médecins télécoordonnateurs. On a des infirmiers télécoordonnateurs, des médecins référents thématiques, des médecins référents régionaux, des ingénieurs d'affaires qui sont là pour faire le lien avec les établissements. Tout ça permet d'optimiser et de faire gagner du temps parce qu'à la fin, ce qui compte, c'est le temps médecin pour démultiplier la capacité d'exploitation plutôt, la capacité des médecins coordonnateurs, les fameux 3300 dont j'ai parlé, pour qu'à l'issue, ils puissent venir accompagner d'une manière ou d'une autre, en présentiel ou en distanciel, ces 7500 EHPAD. C'est ça l'idée. Ah non, c'est clair. Ce qui est vraiment intéressant, et tu vois, j'aurais pas parié là-dessus, c'est justement que la réglementation, tu vois, les lois, elles aillent dans ce sens-là, parce que
le fait d'avoir le médecin, c'est quand même le job, le seul job qui, enfin pas le seul, mais c'est quand même ultra réglementé. Et tu as presque, moi j'ai tendance à dire, en EHPAD, tu as un job qui est obligatoire. Le Mm. reste, tu peux, bien sûr, tu auras besoin d'infirmiers, mais tu vois, voilà, le médecin, c'est quand même super encadré. Et le fait qu'on l'ouvre et qu'on tolère voilà, autre chose à travers la télécoordination, je pense que à la fois c'est une bonne chose parce que techniquement, il n'y a pas le choix. À un moment, il faut aussi regarder les choses en face et se dire faut vivre avec son temps, il faut s'adapter. Mais je trouve que pour le coup, le fait qu'il y ait là un décret, peut-être un arrêté qui arrive, que vous avez probablement poussé aussi pour que ça aille vite, mais je trouve que pour une fois, ça va vite. Voilà. Je suis assez d'accord avec toi pour le dire. D'autant que je viens, comme je te l'ai dit, j'ai fait une boucle par le secteur de l'optique en mobilité et typiquement, j'ai du coup vu à quel point ça pouvait être difficile malgré toute l'utilité d'une fonction. Opticien en mobilité, Ouais. c'est hyper utile, ça vient apporter la santé visuelle au domicile des résidents et des personnes en situation fragile. Pour autant, il s'est passé des années, des années et des années et des années avant qu'une expérimentation devienne la norme, enfin la norme, en tout cas une possibilité. Et alors que nous, bah voilà, on a initié la télécoordination. Alors, on a eu une expérimentation quand même aussi, hein, je le disais tout à l'heure, je l'ai introduit tout à l'heure, en PACA, et ça a été vraiment l'ARS en PACA, dans la région sud maintenant, qui a été à l'initiative de ce projet avec mon père notamment, pendant 3 ans, 2019, 2020, 2021, on pousse une expérimentation sur une trentaine d'EHPAD dans la région, notamment des établissements isolés. Euh, Comment ça vient? Ça vient que sur des coupes patos, l'ARS se heurte à l'absence de médecin coordonnateur pour faire des coupes patos, l'ARS PACA. Coincé aussi, clairement. Ils sont coincés. À ce moment-là, la position, comme c'est encore le cas d'ailleurs dans beaucoup d'ARS en France, la position de l'ARS PACA, c'est de dire s'il n'y a pas de médecin coordonnateur, eh bien, pas de coupe et on revient l'année prochaine. Ce qui est un peu quand même la double peine pour l'EHPAD, parce que déjà au quotidien, il n'a pas de médecin coordonnateur, il a une coupe patos qui est ancienne, donc des moyens pas actualisés, et on lui dit, ben, désolé, comme tu n'as pas beaucoup de moyens et pas de médecin, on reviendra l'année prochaine pour renouveler tes moyens. Et donc, face à ça, mon père, ce qu'il dit, c'est, enfin, sa position, c'est de dire, bah non, on ne peut pas laisser ces établissements comme ça. Donc, on va les aider à préparer une coupe patos à travers l'assistance d'un médecin coordonnateur à distance. Et puis, il fait des visios. Donc, à l'époque 2019, les logiciels de soins, ils ne sont pas tous en SaaS comme aujourd'hui, comme la plupart d'aujourd'hui. Ils ne sont pas tous accessibles à distance, etc. Donc, il faut mettre en place des VPN, des trucs enfin, un peu, pas hyper compliqués, mais quand même, pour accéder aux logiciels de soins à distance. On commence à faire des visios avec des équipes soignantes pour leur expliquer ce que c'est le pathos, pour faire des cotations avec eux, etc. Et forcément, au cours de ces échanges, comme l'établissement n'a pas de médecin coordonnateur au quotidien, et souvent c'est conjugué à une carence de médecins traitants, hein, d'ailleurs, il faut le dire, eh bien, les équipes en profitent pour poser des questions au médecin qui est à distance. Au fait, docteur, on a aussi une petite difficulté avec cette résidente, qu'est-ce que vous en pensez? Et là, à ce moment-là, mon père se dit, tiens, c'est bien de les aider sur le pathos, c'est hyper important, ça va leur donner des nouveaux moyens, etc. Mais peut-être qu'on peut aller plus loin dans les missions du médecin coordonnateur, parce que finalement, le pathos, c'est une des 13 missions. Et il dit, OK, et si on essayait de faire de la coordination à distance et de les aider sur la totalité des missions? Il propose à l'ARS-PACA une expérimentation. L'ARS-PACA hyper rapidement dit OK, go. Il pousse le sujet à une trentaine d'EHPAD qui sont favorables et c'est une expérimentation qu'on mène pendant 3 ans, 2019, 2020, 2021, avec des succès divers et variés, mais quand même une impression et une conclusion globale qui est de dire ça marche, c'est utile, ça soutient les équipes soignantes, ça soulage les équipes soignantes, ça permet même de faire des échanges d'avoir des échanges avec des familles qui peu à peu s'accommodent de ça aussi. En milieu, il y a quand même 2020, Covid, bah voilà, le distanciel prend tout son sens, évidemment, encore plus en EHPAD. Le télétravail aussi se développe pas mal. Voilà. Et donc, suite à cette expérimentation, on déploie la télécoordination. En fait, on crée Télémédicare à cette époque-là avec 3 objectifs en se disant, voilà, la télécoordination, c'est bien, on l'a bien testé, on l'a bien expérimenté. Maintenant, on doit créer vraiment une structure dédiée à ça pour faire 3 choses. La déployer au niveau national, parce que la carence de médecins coordonnateurs, ce n'est pas qu'en PACA, c'est dans toute la France, et à des endroits parfois dont on ne se doute pas, typiquement en Ile-de-France. Euh, donc, déployer au niveau national, la professionnaliser cette nouvelle activité, en faire un vrai métier, médecin télécoordonnateur, une vraie activité. Et enfin, la faire reconnaître, cette activité. Donc, on se fixe vraiment dès le début comme objectif qu'à terme, le plus rapidement possible, l'évolution réglementaire ait lieu pour dire médecin coordonnateur, c'est obligatoire, mais quand il n'y en a pas,
on doit pouvoir recourir à un médecin coordonnateur à distance. Et donc, ces 3 objectifs, aujourd'hui, j'ai là aussi la fierté de pouvoir dire qu'on a plutôt bien avancé. Il nous reste plein de trucs à faire, mais on a plutôt bien avancé. Déployé au niveau national, aujourd'hui, on est présent quand même on a déployé la télécoordination dans peut-être 450 établissements. Alors, on n'en a plus 450 en portefeuille et c'est normal parce que quand un établissement trouve son médecin coordonnateur, le dispositif prend fin. Donc aujourd'hui, c'est entre 350 et 400 établissements qu'on a en accompagnement en moyenne, avec une communauté de près de 160 médecins, de plus de 160 médecins. Donc c'est bien, c'est développé et au niveau national, on s'est professionnalisé, on a mis en place tout un tas de process pour faire le job avec une direction médicale, avec, comme je te le disais tout à l'heure, des médecins référents régionaux, des médecins référents thématiques, des ingénieurs d'affaires, pour faire en sorte que le service qu'on propose, ce n'est pas juste, on vous trouve un médecin coordonnateur en distanciel, on vous le positionne et on revient le jour où vous avez trouvé votre médecin en présentiel. Non, on vous positionne un médecin en distanciel, certes, mais c'est un médecin qui est accompagné d'une équipe de télécoordination pour faire en sorte que les missions elles soient réalisées selon le mode opératoire qu'on prévoit. Donc ça a été vraiment la professionnalisation de notre métier. Et du coup, j'en viens à cette reconnaissance. On a réussi effectivement en peu de temps, mais aussi par l'utilité du dispositif qu'on propose et qu'on n'est pas seul à proposer d'ailleurs. Hein. On a réussi à se fédérer avec d'autres acteurs qui ont fait en sorte de montrer à l'ensemble du secteur que oui, c'est une solution viable face à cette situation démographique, en fait, quoi, tout simplement. Il n'y a pas le choix, on doit y arriver et les autorités l'ont bien compris. Un médecin télécoordinateur, il accompagne en moyenne combien d'établissements? Je sais quoi le temps dédié à un établissement? Alors, pas forcément le temps, mais sur une mission, parce que je fais le calcul, 160 intervenants, 200, enfin 400 établissements, on Mm. serait à 2 établissements. Mais Mm. est-ce que c'est ça en moyenne ou est-ce qu'il y a des gens qui en font plus, genre à temps plein, ou d'autres où ils en prennent qu'un plus ponctuellement? Ça Non. marche comment? Non, non, c'est pas la norme, en effet. Non, non, comme je le disais, le profil type du médecin coordonnateur, c'est quelqu'un qui bosse ailleurs, dans un EHPAD en présentiel, sur une moitié, voire un peu plus, 60% de son temps, et qui fait le choix de la télécoordination sur le reste de son temps. Euh, En complément parfois d'une activité libérale. Donc souvent, les personnes chez nous, elles sont sur un temps de travail compris entre 20 et un peu plus quand même, entre 30 et 40% de temps de travail chez nous. Et c'est ce qu'on aime bien parce qu'on a besoin que nos médecins ils gardent le contact avec le terrain et on n'a pas envie de sortir des gens du présentiel pour leur faire faire du distanciel. L'objectif de notre dispositif, c'est pas de générer encore un peu plus de carences de médecins coordonnateurs en présentiel. Donc c'est un peu ça le profil qu'on recherche. On recrute très peu de personnes à temps plein. Souvent, les personnes à temps plein chez nous, les médecins à temps plein chez nous, c'est des personnes qui ont des fonctions support également, qui ont des fonctions au siège également, c'est-à-dire qu'ils vont accompagner un ou deux établissements, mais ils vont aussi et surtout accompagner d'autres médecins et travailler sur des thématiques. Typiquement, on peut avoir des médecins référents thématiques sur les troubles cognitifs, les troubles du comportement, sur le sujet de l'hygiène, sur le sujet des soins palliatifs et de l'éthique, enfin de la fin de vie et de l'éthique. Et donc, tout ça, ce sont des ressources pour notre communauté de médecins télécoordonnateurs. Voilà, donc, si les gens ont des gros temps de travail chez nous, c'est souvent qu'ils ont des fonctions support en parallèle de leur fonction de télécoordonnateur sur un ou deux établissements. Et je me pose la question, tu vois, parce que souvent, le problème du médecin cause, c'est que personne comprend de l'extérieur, hein. Les familles, tout ça, les résidents, ils ne comprennent pas leur rôle en disant, non, mais attendez, le médecin, là, je lui ai dit que j'avais mal là, il me dit qu'il faut appeler son médecin traitant, tu vois. C'est la frontière entre la coordination et la partie soins. Comment vous le gérez? Et est-ce que, parce qu'il y a aussi le vrai gros sujet de médecin traitant, comment Oui. vous gérez le fait de dire parfois, il faut faire un renouvellement d'ordonnance un peu à l'arrache parce que le médecin, il répond plus ou parce qu'il y a une urgence? C'est très juste ce que tu dis. C'est vraiment la réalité du terrain. Et je l'ai, moi, perçu déjà quand j'étais en établissement et je le perçois encore maintenant. Et donc, on a adapté nos process par rapport à ça. Clairement, quand un médecin télécoordonnateur arrive en établissement, la première chose qu'on lui demande de faire lors de la première formation qu'il fait aux équipes soignantes, on fait des formations dites des téléformations flash tous les mois à l'équipe et à la contre-équipe. La première thématique qu'on leur demande d'aborder, c'est les missions du médecin coordonnateur. Parce que souvent, comme tu le dis, déjà même les équipes en établissement, le rôle du médecin coordonnateur, elles ont du mal à le percevoir, elles ont du mal, elles ne le connaissent pas bien. Et donc, c'est ce qui se passe souvent d'ailleurs en présentiel.
c'est il y a le médecin coordonnateur, j'ai pas réussi à joindre le médecin traitant, ou même, je n'ai pas forcément essayé, mais peu importe. Il y a monsieur ou madame Intel qui a mal au ventre, chambre Intel, deuxième étage. Docteur, est-ce que vous pourriez aller la voir? Bon, sauf que le médecin coordonnateur, il n'est pas là pour ça. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas le faire, évidemment. Et d'ailleurs, une de ses missions, c'est de pallier l'urgence dans ces cas-là. Mais l'urgence, son rôle, c'est de faire en sorte que les gens soient compétents pour le faire, de faire en sorte de faire le lien avec les médecins traitants, etc. Et donc, quand on arrive, on pose les bases. On leur dit, voilà, le médecin coordonnateur, son job, c'est ça. Et donc, on évoque les missions. Et en télécoordination, voilà comment on va faire le job. Donc ça, on le fait auprès des équipes. Et on le fait, évidemment, auprès des familles. Et souvent, ce qu'on propose, c'est la participation, c'est déjà la tenue d'un conseil de la vie sociale et d'une commission de coordination gériatrique dans les semaines qui suivent le déploiement de la télécoordination. Si possible, le médecin, et si souhaité d'ailleurs, le médecin peut se déplacer à cette occasion pour être là en présentiel pour qu'on le voit. Si c'est pas possible, on le fait pas. Et moi, d'ailleurs, je ne vends jamais du rêve aux établissements sur le sujet. Si c'est faisable, on le fait. Si c'est pas faisable, on le fait pas. Et d'ailleurs, parfois, sur une commission de coordination gériatrique, quand on a bossé dans le secteur, on sait bien qu'elles n'ont pas tout le temps beaucoup de succès, ces commissions de coordination gériatrique, que parfois on les organise et qu'à personne. Alors que quand on l'organise sur 1 heure, en distanciel, en visio, sur le créneau du 13-14, bah, bizarrement, il y a beaucoup plus de monde de connecté et du coup, les messages passent. Parce que je l'ai connu moi aussi, c'est bien beau d'organiser un truc un peu convivial avec les petits fours, tout ça, sauf que quand il n'y a personne qui vient, bon, j'ai moins d'intérêt que faire une visio sans les petits fours, certes, mais où les messages passent. Et donc, voilà ce qu'on fait. Donc, information, formation, équipe, information, famille sur le rôle du médecin coordonnateur et comment on va le faire à distance, et information avec l'ensemble de la sphère médicale et paramédicale qui entoure l'établissement à travers la commission de coordination gériatrique. C'est ce qu'on demande à nos médecins télécoordonnateurs, à côté également d'une information qu'on passe à nos médecins traitants aussi. Et c'est ça aussi la force d'un dispositif comme le nôtre où il n'y a pas qu'un médecin. Typiquement, on a des modèles de courrier, de mail qu'on propose à nos médecins télécoordonnateurs qui peuvent envoyer aux médecins traitants dès lors qu'ils déploient la télécoordination. Le médecin coordonnateur en télécoordination arrive et on demande au déploiement la liste des médecins traitants dont l'établissement dispose et leurs coordonnées, et on fait partir une certaine quantité de mails qui préviennent les médecins traitants de l'arrivée du médecin télécoordonnateur, de son rôle, et si on peut mêler à ça l'invitation à la prochaine commission de coordination gériatrique, on le fait. Et donc, voilà comment on fait en sorte de remettre le médecin coordonnateur dans son vrai rôle. Et d'ailleurs, ce qu'on constate, et c'est pas moi qui le dis, c'est le retour de nos médecins télécoordonnateurs, c'est que en télécoordination, grâce à toutes ces modalités, le médecin coordonnateur, le retour qu'il fait, c'est parfois il a plus de facilité à se concentrer réellement sur ses missions de coordination et pas à glisser vers la médecine vers la traitance en fait, quoi. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne le fait pas de temps en temps. Évidemment qu'on est amené à le faire. Là aussi, il ne faut pas se raconter d'histoire. Évidemment qu'on est amené à le faire parfois et on prend toutes les modalités nécessaires pour pouvoir le faire correctement, un renouvellement d'ordonnance. Et quand ce n'est pas possible, on ne le fait pas. Et nos médecins télécoordonnateurs, on leur apprend à dire non aussi parfois, mais pas juste à dire non, non, bah moi désolé, je suis médecin coordonnateur, c'est pas à moi de le faire. Non, on dit non, mais on trouve des solutions derrière. C'est-à-dire qu'on va se rapprocher du médecin traitant qui ne répond pas, c'est-à-dire qu'on va initier la recherche de nouveaux médecins traitants s'il n'y en a pas assez ou si on est face à une situation de carence. En tout cas, voilà notre mode opératoire et ce qu'on demande à faire à nos médecins télécoordonnateurs. Mais pour pouvoir le faire correctement, il faut avoir de l'expérience en coordination des soins. Et nous, du coup, ce qu'on leur donne à nos médecins coordonnateurs expérimentés, c'est l'expérience en télécoordination. On leur apprend à être des télécoordonnateurs à des gens qui savent déjà être des coordonnateurs. Et c'est vrai que le télétravail, pour voilà, avoir expérimenté pas mal de choses et tout, et voir la différence, tu vois, mais si tu peux être par rapport à l'EHPAD, être ultra efficace parce que justement, tu n'as pas le côté interruption tout le temps, où Exact. finalement, tu es dans ton truc, tu fais, tu avances, tu enchaînes, et c'est vrai que ça peut être du coup très, très efficace. Exact. Euh, ok, alors je me demandais aussi est-ce qu'on peut gérer les questions des familles à distance? Parce que là aussi, ça peut être pas mal en fait, de dire, Carrément. vidéo vite Et fait, on va vous expliquer ce qui se passe, le truc. alors, là aussi, je te mentirais si je te disais aucun problème, c'est même plus fluide, etc. Voilà, on sait très bien, À chaque fois, hein. Mais on sait très bien que
bah, ça change pour les familles, ça change. Mais ce qu'il faut quand même se dire déjà, c'est que, par définition, un médecin coordonnateur, il n'est pas présent tout le temps dans un établissement. Exact. Il est souvent là à temps partiel. Et souvent, typiquement, les familles, moi, je le sais, elles viennent la semaine, mais elles viennent aussi et surtout beaucoup le week-end. Un médecin coordonnateur, il n'est jamais là le week-end. Enfin, je n'ai jamais vu d'établissement, il y a un médecin coordonnateur qui avait un temps de présence le week-end. Donc, de base, elles ne le voient pas forcément, le médecin coordonnateur, et souvent, elles échangent déjà avec lui par téléphone. Donc, nous, ce qu'on fait juste, c'est d'institutionnaliser un peu ça et d'organiser ça. Et puis, on l'explique aussi lors du Conseil de la vie sociale. Le médecin coordonnateur, il explique. C'est pas parce qu'on est en distanciel qu'on n'est pas disponible. Alors, là aussi, on n'est pas corvéable à merci, on n'est pas disponible jour et nuit, etc. Mais c'est pas parce qu'on est en distanciel qu'on ne peut pas organiser avec la famille du résident qui vient d'arriver, les frères, les enfants, etc., une visio pour expliquer. C'est pas parce qu'on est en distanciel que, suite à un retour d'hospitalisation du résident bien, qui s'est mal passé parce que c'est des choses qui arrivent avec un certain nombre de questionnements de la part des familles. C'est pas parce qu'on est en télécoordination que le médecin télécoordonnateur, il n'est pas au courant de ce qui se passe, qu'il n'a pas accès au logiciel de soins pour savoir ce qui a été fait, qu'il n'a pas accès à la prescription de l'établissement hospitalier d'où vient le résident et pour comprendre ce qui a été fait, qu'il n'a pas accès à la réalité de l'établissement à travers les staffs qu'il fait avec les équipes soignantes et l'équipe de direction, et que du coup, en visio, par téléphone, il peut tout à fait expliquer à la famille cette situation, donner du sens, donner des explications. Et même en distanciel, la magie de la parole du médecin coordonnateur, je peux te garantir qu'elle fonctionne. Parce que, même du médecin tout court, parce que quand c'est un médecin, qu'il soit en présentiel, en distanciel, en visio, par téléphone, quand c'est un médecin qui dit le message A, le directeur ou la directrice ou l'infirmière coordinatrice ou l'infirmier coordonnateur, il pourra dire exactement la même chose, ça ne sera pas perçu de la même manière par la famille, parce que la parole du médecin, ça compte, qu'elle soit en visio, en présentiel ou tout ce qu'on veut, ça compte dans tous les cas. Ouais, bien sûr. Ok, peut-être pour finir, quel retour vous avez des équipes? Par exemple, j'imagine que vous êtes peut-être plus en lien avec les directions, les infirmières ou les infirmiers coordinateurs, coordinatrices qui du coup sont directement en lien avec le médecin co. En gros, voilà, est-ce que tu as une anecdote, un retour d'expérience, le truc qui revient souvent? Qu'est-ce qu'ils vous disent? Mm. Oui, alors déjà quand même, on a un niveau de satisfaction qui est quand même plutôt élevé. À notre dernière enquête de satisfaction, on a un niveau de satisfaction qui est, il me semble, de 4,8 sur 5, un niveau de satisfaction global. Après, là aussi, c'est pas du tout l'arbre qui cache la forêt, mais il ne faut pas se leurrer. Évidemment qu'on rencontre des difficultés du fait du distanciel. Par exemple, l'aspect matériel. On le dit depuis le début, c'est-à-dire que dans des établissements où la connexion Internet est compliquée, bon, voilà, on s'organise, mais c'est plus compliqué. C'est vrai qu'il y Euh, a ça. dans des établissements qui ne sont pas équipés avec du matériel de visio, c'est plus compliqué. Et donc, du coup, c'est aussi des choses qu'on anticipe maintenant. C'est-à-dire qu'on ne va pas dans un établissement, enfin, on ne va pas. En amont d'aller dans un établissement, on leur demande de mesurer, on fait des tests de débit. Et si on voit, ils nous disent, dans le diagnostic qu'on fait en amont du déploiement, on a des problèmes de connexion, ben voilà, on va se rapprocher d'un service informatique, on va voir comment on peut faire en sorte que les choses s'améliorent. Typiquement, sur le matériel, de la même manière, moi j'ai trop vu de situations qui se finissent, le staff entre les équipes soignantes d'un côté et le médecin de l'autre, avec le téléphone portable de l'IDEC posé sur le bureau, qui fait que l'équipe, il n'y a que l'aide-soignante qui est devant le portable qui voit le médecin, et les deux aides-soignantes autour qui l'entendent, et de l'autre côté, le médecin qui n'en entend rien, qui ne voit rien, et de ce fait, l'échange, il ne peut pas être fluide. Donc, ce qu'on fait, ça aussi, c'est qu'on le prévoit. Lorsqu'on déploie un établissement, on s'assure qu'il y a du matériel nécessaire. Et ce n'est pas bien compliqué. On n'a pas énormément de barrières technologiques au déploiement de notre dispositif, mais on leur demande voilà, de mettre en place à minima un outil, une caméra qui permet en grand angle d'avoir les équipes et que le médecin voit, avec un micro qui va bien. Et vous savez, les petites pieuvres, ça coûte 150 € et ça permet de faire très bien le job. D'avoir un écran de grande taille qui permet de faire en sorte que l'ensemble des équipes voient le médecin. Et rien que ça, et de s'assurer d'un débit normal, rien que ça fait que ça fluidifie les échanges et que du coup, la magie prend, entre guillemets. Et du coup, les retours qu'on a des équipes, quand ça marche bien de cette manière-là, et c'est la grande partie des cas, c'est, à notre grande surprise, on a réussi à créer quelque chose avec le médecin coordonnateur, enfin un lien, quoi. Et donc, on est hyper content quand ce médecin coordonnateur, parce qu'il a la possibilité de le faire, il se déplace et il vient déjeuner avec les équipes, participer à une réunion des familles ou à l'occasion d'une coupe pathos, par exemple, à l'occasion d'une commission de coordination gériatrique ou autre, ou d'une évaluation HAS. Ça nous a fait super plaisir de rencontrer le médecin ou de le voir
Et du coup, on en a profité on a des anecdotes de médecins qui, du coup, comme ils sont là, il est vrai que le médecin coordonnateur en distanciel, il ne se déplace pas tous les jours, hein. Donc, quand il vient, c'est un peu l'événement dans l'établissement. Et donc, parfois, ça nous est arrivé d'avoir des retours où ils ont organisé un soir, parce que le médecin est resté sur place, voilà, une soirée avec le médecin coordonnateur. Et ça fait plaisir de voir ça parce que euh, du coup, on voit que ce que on déploie, c'est utile, ça a du sens, que ça aide et qu'on arrive à créer quelque chose et que aux détracteurs qui disent non, mais en distanciel, on peut rien créer. Non, c'est pas vrai. Non, on peut être utile, ça peut marcher et on peut créer quelque chose. Euh, Ouais. voilà. Il y en a encore qui disent la visio, ça marche pas. Il y en a encore, mais on démontre Ah, l'inverse. c'est Mais possible. après, voilà, on a aussi des établissements. On met en place une période d'essai. Moi, j'ai toujours été très à l'aise avec le sujet, c'est-à-dire qu'au cours des 3 premiers mois, un peu comme un contrat de travail d'ailleurs, où on se dit, ben, Mhm. on se laisse un temps, et pour l'employeur et pour le salarié, pour voir si ça convient et si les modalités conviennent à tous. Chez nous, on a la même chose, c'est-à-dire qu'avec nos clients, avec nos établissements, on leur dit, voilà, au cours des 3 premiers mois, si ça ne vous convient pas, malgré tous les ajustements qu'on pourra mettre en œuvre, malgré l'organisation qu'on pourra faire évoluer, etc., si le distanciel en soi ne vous convient pas malgré tout ça, sentez-vous libre, vous avez 3 mois pour partir sans préavis et on s'organise. Et c'est assez engageant quand même de faire ça parce qu'il faut savoir que chez nous, nos médecins coordonnateurs, ils sont en CDI. C'est-à-dire que quand on embauche un médecin coordonnateur, qu'il ait une mission ou qu'il n'en ait pas, c'est dans notre masse salariale, quoi. Donc, c'est un engagement qu'on prend sur la qualité de ce qu'on propose, parce que si l'établissement nous dit, finalement, désolé, nous, c'est un médecin coordonnateur, soit qu'on a pris dans nos équipes, soit qu'on a embauché en externe pour ça, qu'on a chez nous. Euh, et voilà, alors, on a des missions sur lesquelles les redéployer, etc. Mais on a pris quand même cet engagement auprès de nos établissements et auprès des médecins, parce que ce sujet du CDI, c'est aussi une conviction. On n'avait pas du tout envie de prendre des médecins en prestat, de prendre des médecins en CDD. Non, moi, je ne voulais pas que cette télécoordination, qui d'un côté allait venir aider les établissements, elle vienne précariser la fonction de médecin coordonnateur. Pas du tout. Donc, la communauté qu'on a, c'est une communauté salariée, en CDI, engagée. Euh, et voilà, et c'est comme ça que ça marche, et c'est comme ça qu'on arrive à faire en sorte de satisfaire les établissements qu'on accompagne, en tout cas en très grande majorité, et nos médecins aussi, qui semblent plutôt bien chez nous, en tout cas en majorité également. Cool. Non, ben c'est très clair, très simple. Du coup, si on est un établissement que ça fait 1 an qu'on a mis des offres sur toutes les annonces, qu'on n'a pas de contact ou alors des propositions un petit peu trop, enfin bref, Hmm. pas finançables, comment on vous contacte, comment on vous appelle? Alors, ce que je dirais déjà, c'est si ça fait 1 an, c'est qu'on a trop attendu. Et en 1 an, il peut se passer trop de choses sans un médecin coordonnateur pour veiller à la médicalisation et à la bonne qualité de la médicalisation de l'établissement. Cependant, oui, la première chose à faire quand on n'a pas de médecin coordonnateur, c'est d'en chercher un. Et donc de faire tout le nécessaire. Et d'ailleurs, le futur arrêté qui va apparaître prévoit que pour recourir à un dispositif de télécoordination, il faut pouvoir prouver qu'on a fait le nécessaire en termes de recherche et que ça a été infructueux. Et ça a du Intéressant. sens. Et ça a du sens. Ouais. Voilà. Donc, une fois qu'on n'a pas trouvé, qu'on a essayé ou qu'on est en cours d'essai, parce qu'on peut se dire, OK, je lance des recherches, mais pour autant, parce que je ne veux pas avoir ne serait-ce qu'un mois sans médecin co, je fais appel à un dispositif de télécoordination. Et puis, si je trouve au bout de 3 mois, par rapport aux 12-18 mois en moyenne que je peux mettre, eh ben, ça sera tant mieux. Et puis, pour nous, c'est OK, on accompagne un établissement très temporairement et c'est pas grave. Et c'est pas grave. Donc, moi, je suis un directeur d'établissement, je n'ai pas de médecin coordonnateur, je lance une recherche sur tous les job boards qui vont bien, mais je lance dès le début également la recherche d'un prestataire en télécoordination des soins pour avoir zéro carence dans l'idéal. Et pour faire ça, voilà, je fais appel à Cord ou à d'autres. Hein, mais quand je fais appel à Cord, je vais sur leur site internet ou on contacte nos ingénieurs d'affaires ou nos chargés de développement, bref, peu importe. C'est très facile de nous trouver. Et on va parler à ce moment-là, en tant que directeur d'établissement ou directrice, vous allez parler à souvent un ingénieur d'affaires. Donc, nos ingénieurs d'affaires, c'est des personnes qui ont voilà, l'expérience de l'EHPAD, qui connaissent les situations, qui ont l'expérience du job de médecin coordonnateur, qui vont vous présenter concrètement comment on fait le job, comment on en est arrivé là aussi, qui on est, et comment on va faire le job très concrètement pour l'établissement, et les modalités. Et les modalités principales, c'est les modalités de déploiement. Euh, on s'engage sur des déploiements
dans les 5 à 6 semaines post-conventionnement, c'est-à-dire qu'à partir du moment où l'établissement nous donne son go, qui signe la convention de partenariat qui nous lie, on lance des recherches, soit des recherches pour le médecin, on fait un peu le portrait robot du médecin coordonnateur idéal pour l'établissement, en fonction des besoins. Je donne l'exemple de l'EHPAD qui a un taux de diplômés aide-soignants en bas, et donc qui a besoin d'un médecin qui va faire beaucoup de formation. Malheureusement, c'est des choses qui arrivent. Donc, il nous faut un médecin qui ait l'expérience de la formation avec un côté pédagogue, etc. Donc, on va faire le portrait type du médecin et on va ensuite engager une recherche, soit dans notre communauté, parce qu'on a des médecins dont la mission prend fin, puisque l'EHPAD a trouvé son médecin co, et donc on repositionne, soit un recrutement en externe. Et on en fait souvent des recrutements en externe, et c'est ce qui explique la taille de notre communauté aujourd'hui. Dès lors qu'on a trouvé notre médecin, le médecin de télécoordonnateur idéal, on le positionne en établissement à travers un déploiement en distanciel et ensuite suivi d'un déplacement en présentiel. Et donc, tout ce laps de temps, voilà, on essaye de faire en sorte qu'il soit le plus court possible, avec des aléas qui vont bien. On le sait, on n'est pas des machines et on ne trouve pas un médecin en relevant une pierre. Donc, voilà, et on déploie voilà, dans les plus brefs délais pour venir en soutien le plus rapidement possible d'un établissement. Voilà comment ça se passe de faire appel à Cord avec des médecins qui, comme je l'ai dit, sont expérimentés, connaissent la situation d'un EHPAD, ce qu'on y fait, les métiers, et une équipe qui les entoure, qui aussi sont une équipe d'experts. Et c'est ça notre ADN, c'est des experts du secteur au service d'autres experts du secteur, en fait, quoi, tout simplement. En tout cas, c'est très clair. Merci pour toutes ces infos. Moi, ça m'a apporté plein de choses. Votre site internet est super bien fait, super simple, Merci. intuitif, cord.fr, donc c'est facile. Il y a même un 06, donc c'est facile, en Exact. plus du formulaire. Donc on vous appelle et puis c'est parti. Ouais. Eh ben, merci William, merci pour toutes ces infos. Merci à toi Arnaud, merci pour cette invitation et à disposition pour suivre les échanges et répondre aux sollicitations. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout, j'espère que le sujet vous a plu et qu'il vous inspirera. Pour m'aider à faire connaître le podcast, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée ou notez-le et partagez-le sur vos réseaux sociaux. N'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn pour toute remarque ou proposition de sujet. Bonne journée et à bientôt sur le podcast des établissements médico-sociaux.